Connaissez-vous Toy Story ? Mondialement connu depuis sa date de parution au cinéma en 1995, Toy Story est le premier long métrage d'animation en images de synthèse de l'histoire du cinéma. Et ce film est signé du très célèbre studio d'animation Pixar. J'en ai justement parlé dans mon premier épisode sur l'histoire du cinéma d'animation, allez le voir. Mais un film, ça ne se sort pas comme ça. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'hommes qui, par leur persévérance et leur désir d'aller toujours plus loin dans le rêve, ont réussi à faire imposer leur studio d'animation comme l'un des plus influents au monde. Chers amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de Pixar. Vous vous rappelez de ça? Si vous voulez en savoir plus et de manière plus détaillée sur le sujet, il y a la superbe vidéo de Sofiane qui en parle. Ouais, trop cool cette vidéo, mais ça ne m'empêchera pas d'en parler moi aussi plus tard. Bah c'est maintenant. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Puy Animé avec un S. J'espère que vous êtes bien installés, que vous regardez cette vidéo confortablement avec des amis ou de la famille. Ça me ferait évidemment plaisir de vous partager cette passion que j'ai pour le cinéma d'animation. Avant de commencer cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un petit pouce en l'air et aussi un petit commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en avoir autant pour ma première vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant. Merci. C'est beaucoup d'amour et j'espère aussi vous régaler avec le sujet d'aujourd'hui. Et sur ce les amis, bonne vidéo à tous. Ah, Pixar. Quel bonheur de retrouver chaque année dans nos salles le Pixar. C'est le Pixar. Celui qui nous touchera personnellement, celui qui fera appel à nos émotions les plus enfouies, celui qui donnera l'envie aux plus jeunes d'aimer le monde qui les entoure, et qui donnera aux adultes l'envie de replonger en enfance. On a tous un Pixar favori. On a tous été touchés au moins une fois par l'un de ces films qui nous ont marqués par leur beauté, leur musique, leur message, leur graphisme, et tout un tas de choses qui font que ce studio est reconnu dans le monde entier, que dis-je, dans l'univers. Mais remettons-nous un peu dans le contexte, voulez-vous ? Pixar Animation Studios est une société américaine de production de films en images de synthèse. Elle a acquis sa notoriété grâce à Toy Story, sorti aux États-Unis en 1995. Premier long métrage de ce type, comme mentionné plus tôt dans mon introduction. À ce jour, le studio d'animation a remporté 19 Oscars, 4 Golden Globes et 3 Grammy Awards. Mais pour cela, la société américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui en a traversé du chemin. Commence dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Le Watergate ? La mort de Pablo Picasso ? Les JO de Munich ? C'est pas le sujet. Non, je sais. La conquête spatiale. Toujours pas. Déjà, t'es qui, toi ? Je sais pas, moi. Donc, la conquête spatiale, et surtout ce qui en découle, soit l'explosion de la recherche informatique. Les années 70 ont donné naissance à l'ordinateur personnel et à la démocratisation des outils informatiques sur le marché de l'emploi. Mais pourquoi je parle d'informatique ? Tout simplement parce qu'un homme s'étant intéressé de près à cette technologie a participé à l'essor du cinéma d'animation et du principe même de la production d'images de synthèse. Et cet homme, c'est John Lasseter. John est né le 12 janvier 1957 à Hollywood, Los Angeles. C'est un homme brillant. Sa mère étant professeure de dessin, il apprend très vite à dessiner et il se passionne très jeune pour l'animation. Il fait son entrée chez California Institute of Arts, aux côtés de grands noms comme Tim Burton, John Musker et Brad Bird. Au cours de ses études, il réalise 2 courts-métrages qui remportent chacun l'Oscar du meilleur film d'étudiant. Il se fait alors déjà un nom dans le milieu de l'animation. Et John, il a de l'ambition. Et il adore Disney. Disney, c'est les boss du game à l'époque. Ils dominent absolument tout le secteur. C'est le studio rêvé pour tout jeune réalisateur ou dessinateur. John décide alors de travailler pour eux. Au parc Disneyland. Oui, au parc, comme conducteur de bateau dans l'attraction Jungle Cruise. Alors je ne sais pas du tout si ce premier emploi a aidé John à arriver à ses fins, mais bon, il avait un objectif en tête, justifier ses années d'études et rentrer à Walt Disney Pictures. Et il réussit. John commence alors son parcours chez Disney en 1979 avec le long métrage Rox et Rookie, mais les restrictions budgétaires sont déjà bien présentes et empêchent quelque peu l'évolution de l'animation. On entre alors dans les années 80. John Lasseter travaille sur un film assez particulier, un film mélangeant animation traditionnelle et effets numériques. Un film s'appuyant sur l'évolution de l'informatique. Ce film, c'est Tron. Et John aura une illumination sur ce que représente alors le potentiel de l'informatique et de l'animation par ordinateur. Chose qui ne se faisait absolument pas. Ah non, pas les ordinateurs! Cette nouvelle technique fait peur à Disney. En 1983, les studios Disney licencient John, ne sachant que faire de ce jeune artiste débordant d'idées innovantes, mais dont les concepts terrifient l'aspect très conservateur de l'animation à l'époque. La peur de l'ordinateur est là, mais la course vers l'espace prouve le contraire. On y revient à cette conquête spatiale. Les images de synthèse voient le jour, et les techniques classiques d'animation peuvent être révolutionnées. Mais malgré le licenciement de John Lasseter, tout n'est pas fini, au contraire, ça n'est que le commencement.
Et oui, vous l'avez bien vu dans le titre, c'est bien dans les années 80 que verra le jour Pixar Animation Studios. Le 3 février 1986 pour être précis. Mais doucement, vous vous rappelez de John là? On n'en était qu'à son licenciement, donc chaque chose en son temps. Tout d'abord, effectivement, Pixar existe déjà en quelque sorte depuis 1979, date à laquelle John Lasseter entre chez Disney. Mais à ce moment-là, le studio avait comme nom Graphics Group, un service de la Lucasfilm Computer Division. Lucasfilm, ça vous dit rien? Lui là, c'est lui le patron, ce bon vieux George. En effet, en grand passionné de nouvelles technologies, c'est bel et bien le papa de Star Wars qui a initié Pixar. Dirigé alors par un homme, Ed Catmull. On va en parler lui aussi, un grand monsieur. Les chercheurs de Graphics Group vont avoir pour mission de travailler sur des outils et techniques visant à passer de l'animation traditionnelle à de l'animation par ordinateur. L'objectif étant de créer des logiciels qui permettraient aux animateurs de se former très vite et assez facilement à ces nouvelles méthodes numériques. En partenariat avec Industrial Light and Magic, ou ILM pour les intimes, la société d'effets spéciaux appartenant à Lucasfilm, les ingénieurs de Graphics Group vont travailler sur des productions telles que Le Secret de la Pyramide pour initier le travail sur l'imagerie de synthèse. C'est ainsi que George Lucas va poser les bases de ce que sera Pixar. Bon, John s'étant fait têche de Disney en 83, rencontre par la suite lors d'une conférence ce fameux Ed Catmull, créateur et PDG de Lucasfilm Computer Graphics Group. Ouais, il savait y faire avec les noms à rallonge à l'époque. C'est trop de mots, il y a trop de mots. Les deux s'apprécient pas mal, vu qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt, et naît alors une collaboration au sein de Lucasfilm. John intègre alors l'équipe en tant qu'animateur en 84. Il est le seul animateur dans une équipe très variée en compétences. On y trouvait des scientifiques, des informaticiens et même des architectes. L'année même, il co-réalise le premier film du studio, Les Aventures d'André et Walibi, qui est aussi le premier court-métrage réalisé entièrement par ordinateur de l'histoire du cinéma. Qui l'a vu ici? Ouais, en même temps c'est le premier hein. Mais c'est ça qui est stylé. Et c'est une belle réussite pour le studio. Mais maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Grâce à l'aide des différents profils qu'on pouvait trouver au sein de Lucasfilm, Ed Catmull et John inventent et développent leur première machine informatique, le Pixar Image. Cependant, étant toujours dans la course à la puissance technologique, cet ordinateur ne servira pas dans le domaine du cinéma d'animation, mais plutôt dans l'imagerie médicale et la photographie satellite. Plutôt décevant, n'est-ce pas? Alors quoi, c'est bon? On se dit que l'animation c'est pas du sérieux? Que ça ne devrait pas empiéter sur le domaine informatique car il y a plus important à faire? Ed, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Ed croit en ce rêve de démocratiser l'imagerie de synthèse dans le cinéma. Et John aussi y croit. George Lucas autorise Ed à fonder sa propre société au sein de Lucasfilm pour développer leurs films d'animation. Ed va alors fonder son studio sous le nom de Pixar. John, évidemment tout content, rejoint l'aventure. Mais, il y a un mais. Produire un film d'animation, ça coûte du pognon. Et le pognon, le George, ok, il a aidé Ed à fonder Pixar, mais il ne voit pas encore assez bien le potentiel du studio et refuse d'investir de l'argent là-dedans. Un mec va débarquer alors que tout semblait perdu. J'en fais pas un peu trop, non? Un mec, que dis-je? Un génie, un homme ayant les fonds nécessaires et connaissant les agissements de ce studio appartenant à Lucasfilm, décide de faire un coup de maître qui scellera à jamais le destin de Pixar. Je te jure, j'ai vraiment l'impression d'en faire trop là. Cet homme, c'est Steve Jobs. Et lui, il y croit en Ed Catmull. Il croit en Pixar. Il croit en l'imagerie de synthèse dans le cinéma. Il décide alors, en tant qu'investisseur, de racheter le studio à George Lucas. Le studio abandonne ainsi la conception de matériel informatique pour se consacrer exclusivement à l'animation 3D. Et c'est ainsi que naîtra le court-métrage d'animation 3D, Luxio Junior, la petite lampe de bureau animée, devenue alors le logo de Pixar. John, lui, il aimait bien cet univers autour des objets animés. Ce court-métrage devient la vitrine de l'entreprise Pixar et démontre au monde le savoir-faire des créateurs du studio en matière d'images de synthèse. Il est même nommé aux Oscars du meilleur court-métrage d'animation en 87, premier film en images de synthèse admis dans cette catégorie. Le secteur devient en quelque sorte crédible aux yeux du grand public. Et cette crédibilité n'en sera que plus renforcée par la suite. Une nomination aux Oscars c'est bien, mais en obtenir un, c'est encore mieux. On est en 89 et Pixar sort un court-métrage d'animation appelé Teen Toy, réalisé par notre John Lasseter préféré qui, oh, que vois-je, s'est dirigé dans le character design de son personnage par l'incarnation d'un objet, mais pas n'importe lequel, un jouet cette fois-ci. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. John, il aime vraiment bien cet univers composé d'objets animés, de jouets, tout ça.
Cet Oscar du meilleur court-métrage est tout simplement la goutte d'eau qui mettra le feu aux poudres à la motivation des équipes du studio. Les logiciels se perfectionnent, John maîtrise l'animation comme personne, et Pixar trouve sa place dans le secteur grandissant du cinéma d'animation. Pixar est certes au départ une société de matériel informatique de luxe, avec notamment Disney comme client. On peut le voir par exemple dans La Belle et la Bête, où Pixar y a apporté sa contribution pour intégrer de la 3D dans ses films à dominance 2D. L'entreprise a aussi développé un logiciel qui sera au service de l'animation jusqu'à encore aujourd'hui. Il s'agit de RenderMan. Logiciel représenté par cette petite théière dont voici le design lors de la sortie de Indestructible 2 au cinéma en 2019. Waouh! Mais la firme, plus coûteuse que lucrative, s'enfonça peu à peu dans le rouge. Son salut viendra de productions publicitaires dirigées par John Lasseter lui-même. Steve Jobs continue de soutenir le studio, mais les logiciels ne rapportent pas suffisamment et il perd beaucoup d'argent dans l'histoire. Pixar n'était alors pas encore rentable. John s'est dit alors qu'il travaillait avec une société qui brassait quand même beaucoup d'argent. On parle bien évidemment de Disney. Il va alors demander à la direction du studio de Mickey que celui-ci finance ses courts-métrages. Il était alors loin d'imaginer l'opportunité qui s'offrait à lui. Après négociation entre John et le directeur de Disney, Michael Eisner, Disney offre alors à l'équipe de Pixar la réalisation de leur rêve, la création d'un long-métrage. Et là, vous le sentez venir. Devenu directeur artistique de Pixar, John Lasseter commence la réalisation de son premier long-métrage en 1991. Il s'agit ni plus ni moins de roulement de tambour surprise, Toy Story. Ah ben, j'aurais pas deviné. Le film a connu cependant un développement bien compliqué qui a duré 4 ans. Des délires du genre, les storyboards étaient mauvais, l'histoire était malaisante au possible, Woody, le personnage principal, était lourd et grossier. What you doing? I'm Tempest from Mars. Yeah, what's his butt? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, you know Andy loves toys that can fly. Really? Bref, un sacré bordel qui fit que Disney stoppa la production pendant un certain temps avant que John rattrape tout ça à base de refonte complète, d'ajouts de scènes d'action qu'on ne pouvait pas imaginer possible à l'époque et surtout d'un scénario qui puisse toucher tout le monde. Disney continua de suivre la production d'un œil assez interrogateur. Faut les comprendre, tout ça c'est nouveau les gars. Des personnages en 3D avec des contrôleurs, de la lumière artificielle, des voix qu'on pose dessus. Bref, le film sorti au cinéma en 1995, coproduit par les studios Disney du coup, il est le premier long métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Toy Story a produit près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique de l'animation et la qualité du scénario. Toy Story, rated G, now playing at a theater near you. C'est donc enfin dans le domaine de l'animation que la société devient rentable avec des longs métrages à partir de 1995. Pixar se détache de Disney par son style qui lui est propre. Ce film ne ressemble donc à aucun autre. Après ce premier succès, les deux sociétés Disney et Pixar signent un nouveau contrat de 5 nouveaux films, créant alors une succession de réussite sur réussite. Mille et une pattes et Toy Story 2 par John Lasseter, Monstres et compagnie par Pete Docter, Le Monde de Nemo par Andrew Stanton, et enfin Les Indestructibles de Brad Bird. Que des légendes! Chacun des films apportant son lot de nouveautés dans le secteur de l'animation, les foules, les sentiments, les poils, l'océan et les effets spéciaux et le travail de texture. Je peux vous dire qu'avec les machines de l'époque, fallait s'accrocher pour pas qu'elles explosent avec tout ce qu'on leur demandait de générer. Et chacun obtient un score au box-office supérieur au précédent. C'est un objectif de la part de Pixar qui est réussi. Un film par an, à chaque fois une réussite. On est sur une ascension du studio qui est monstrueuse. Parallèlement au développement technologique, Pixar s'est établi en Californie sous le nom de Pixar Animation Studios grâce au financement de notre toujours présent Steve Jobs. Pixar a changé les règles de production des longs métrages d'animation en se basant sur des préceptes édictés par John Lasseter sur la mise en avant de l'histoire. Ça n'est pas la technologie qui divertit le public, ni aucun médium en particulier. C'est ce que vous en faites qui compte. Et chez Pixar, nous sommes avant tout attachés à l'histoire, raconter une belle histoire avec des personnages solides. John met un point d'honneur à l'ambiance de travail puisqu'il part du principe que le plaisir qu'auront ceux qui travaillent sur le film à le réaliser trouvera son équivalent dans le plaisir qu'auront les spectateurs à visionner le film. Mais alors que tout semblait se porter pour le mieux, le studio DreamWorks, créé en 1994 en partie par Steven Spielberg, est devenu le principal concurrent de Pixar sur le territoire de l'animation en images de synthèse avec Shrek en 2001. C'est ainsi que l'entreprise Walt Disney Company se retrouva alors menacée. Mais menacée de quoi? Tout simplement de perdre sa place de leader dans le secteur du cinéma d'animation. Et oui, les choses changent, les spectateurs attendent du nouveau
nouveau, du toujours plus spectaculaire, et Disney sentit qu'il était à bout de course face à son partenaire et concurrent à la fois, Pixar Animation Studios. En 2004, suite à un différend entre John Lasseter et Michael Eisner, le directeur général de Disney, les deux compagnies se séparent chacune de leur côté, mais pas pour longtemps. En 2005, un nouveau PDG arrive à la tête de la firme de Mickey, Bob Iger, qui décide de racheter Pixar pour la somme de 7,4 milliards de dollars le 24 janvier 2006 et propulse John Lasseter à la tête de la nouvelle division animation de la Walt Disney Company, en gros, le poste de directeur artistique. C'est Steve Jobs qui négocia le contrat avec comme retour de la part de Disney de laisser la parfaite indépendance et identité de Pixar, sous la direction de Ed Catmull. Chaque film développé par Pixar aura alors pour nom celui de la compagnie de direction ainsi que le leur. Soit aujourd'hui l'appellation Disney Pixar. On peut dire en somme que c'est une sacrée réussite. George Lucas a eu le succès qu'il mérite et il faut noter que sans lui, Pixar n'aurait sûrement pas existé. Steve Jobs a gagné énormément d'argent grâce à cette vente et aux parts de marché qu'il a réussi à négocier avec Disney. Ah, mon salaud. Ed Catmull, lui, est à la tête du studio d'animation le plus influent du moment. GG mec. Et enfin, John Lasseter, en plus de son poste de directeur artistique de Pixar, se paie le luxe d'être aussi le directeur artistique des parcs Disney. Du monde. Ouais. Cars, Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, Le Monde de Dory, Cars 3, Coco, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, En Avant, Soul, et enfin, Luca. Si Pixar jouit d'une image très forte depuis 15 ans grâce à une suite continue de succès publics et critiques, le studio est parvenu à garder son influence sur son cœur de métier, la création de films d'animation en images de synthèse. Pixar se base sur des histoires fortes qui prennent comme base la famille. Leurs films apportent énormément à l'imagination de chacun, mais aussi à des sujets plus quotidiens comme la difficulté de ressentir certains sentiments, les sujets durs comme le passage à l'âge adulte, l'abandon, la perte d'un être cher, la capacité à aller de l'avant, croire en ses rêves et toujours persévérer. Mais alors, où en est Pixar aujourd'hui? Pixar, libre et indépendant, bien que toujours associé à Disney, doit éviter les écueils du mainstream qui ont fait vieillir l'image de sa maison de mère. Plus encline à vendre des programmes télé, des peluches et des entrées dans ses parcs d'attractions que d'être à la pointe de la création artistique à ce moment-là. Les années 2010 passent, Steve Jobs s'éteint en 2011 à l'âge de 56 ans. Les films continuent de sortir à hauteur de 1 par an. En 2018, la société Disney annonce le départ de John Lasseter de la direction de Disney Animation ainsi que Pixar. Il ne reste alors que Ed Catmull, président de Walt Disney Animation Studios. Il aura traversé une sacrée aventure n'empêche. En parallèle à tout ça, Pixar continue de produire des courts-métrages de qualité, passant souvent en première partie avant un long-métrage au cinéma. On peut citer par exemple Le Parapluie Bleu sorti en 2013, Le Magnifique Keeper en 2016 ou plus récemment Bao en 2018. D'ailleurs, si on remonte un peu plus loin dans le temps, on se souvient tous d'un court-métrage qui nous a marqué et qu'on peut retrouver de temps en temps ici et là sur YouTube avec toujours cet humour bien présent. Il y a par exemple Le Joueur d'échecs en 97 ainsi que Les Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension en 2000. Mon dieu que ce titre est long. Ou celui qui m'a fait le plus rire à l'époque, Extraterrien, qui passait avant la projection de Ratatouille en 2007 je crois. Le pauvre a passé son permis là. Ouais, je le comprends tellement. On pourrait rentrer dans les détails de chaque film, mais la vidéo serait un tantinet trop longue. J'aurais tellement à dire sur ce monstre de l'animation, les secrets de production, l'ambiance au sein des studios qui doit être folle, les petits trucs dissimulés ici et là dans les films. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, qui sait. Les possibilités sont assez infinies, je dois dire. Mais ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que Pixar continue de faire marcher sa machinerie à rêve, et ça depuis des années. Certes, elle a connu des hauts et des bas au niveau de la critique. Pour ma part, mon cru préféré est celui de 2007 à 2010, avec Ratatouille, Wall-E, Lao et Toy Story 3. Après, j'étais enfin en âge d'aller au cinéma tout seul et de comprendre ce que je voyais avec un regard plus mûr que les très jeunes enfants. Et vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre Pixar préféré, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Pas que pour le référencement, hein, j'ai vraiment envie de savoir quel est le Pixar préféré de mes abonnés. J'en ferai peut-être une tier list un jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était elle aussi très longue et très dure à faire. Pour ceux que ça intéresse toujours, vous pourrez trouver en barre de description le lien de mon court-métrage d'animation que j'ai réalisé en équipe lors de mes études. Un peu d'auto-promo, hein, on va pas se le cacher. Il s'appelle Darwin, allez checker ça, s'il vous plaît. N'hésitez pas, comme dit au début de la vidéo, de laisser un petit pouce en l'air et aussi de vous abonner, ça m'aiderait beaucoup à savoir si mon travail plaît. Et vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo traitant d'animation. Sur ce les amis, portez-vous bien et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.